Welcome again. Rebonjour tout le monde. Est-ce que ça a fait du bien d'aller sortir un petit peu, marcher un petit peu pour aller vers la salle, se dégourdir un peu? Um, welcome again. Um, I had a look at all those posters. I'm a sports journalist, and looking at this, I am so impressed. I would say stunned. Congratulations. Really, everything I see here today is so impressive. Vraiment, vous êtes très, très, très impressionnant. Alors, on poursuit. On a maintenant deux témoignages et deux autres conférences d'ici la pause du midi. À nouveau, merci beaucoup de votre attention envers tous ceux qui viennent prendre la parole aujourd'hui. D'abord, en témoignage, c'est le papa d'un enfant atteint d'une maladie rare. M. Heinz Pouliot vient nous rappeler l'impact humain direct des avancées scientifiques. Alors, merci de regarder la vidéo de M. Jérémy Heinz Pouliot. Oui, oui, oui. Bonjour à tous et à toutes. Mon nom est Jérémy Heinz Pouliot, puis merci de me donner la parole aujourd'hui. Vous savez, moi, je suis ni médecin ni scientifique, en tout cas, du moins, pas dans le domaine médical, et surtout pas expert en maladies rares. Aujourd'hui, je suis simplement un papa, le papa d'un petit garçon qui vit avec un syndrome très rare. Quand on devient parent, ben, on imagine évidemment beaucoup de choses pour son enfant. On imagine une trajectoire de vie, des projets, un avenir qui semble pratiquement aller de soi. Ben, pour nous, un jour, comme malheureusement beaucoup de familles, ben, notre monde a complètement chaviré. On a appris que notre champion était atteint d'un syndrome extrêmement rare, le syndrome Smith-Magenis. Imaginez une chance sur 25 000. Je vais toujours me souvenir là, de ce moment-là, là, ô combien éprouvant là, quand la pédiatre nous a annoncé le diagnostic. Mais cette rareté-là, nous, comme parents, on la vit très concrètement. Elle est dans le regard des médecins et des spécialistes qui travaillent avec nous de leur mieux, mais qui n'ont pas toujours de réponse. Elle est dans des phrases comme, ben, on ne sait pas, il y a peu de données, il n'existe pas encore de traitement, ça va prendre davantage d'études. C'est aussi dans la solitude, celle de se sentir ben, seul face à une maladie que presque personne connaît, et aussi dans le devoir que moi je me suis donné personnellement pour mon garçon, d'essayer d'inciter les chercheurs et les chercheuses comme vous à s'y intéresser. Mais au milieu de cette incertitude-là, il y a quelque chose de fondamental puis qui pour moi et ma conjointe nous permet de voir plus loin, c'est l'espoir. Et c'est mon message, en fait, aujourd'hui que je veux vous donner. Cet espoir-là, ben, c'est vous, aujourd'hui rassemblés, qui l'incarnez. Pour les familles comme la mienne, la recherche, c'est pas juste un concept abstrait, c'est pas une ligne dans un budget, c'est ni un article scientifique de plus. La recherche, c'est la possibilité qu'un jour notre enfant reçoive un traitement et qu'il vive sa vie comme bon lui semble de manière autonome. On le sait, vous travaillez souvent loin des projecteurs sur des maladies qui touchent peu de personnes, donc qui attirent moins de financement, moins de reconnaissance, puis parfois peu d'attention. Puis pourtant, pour nous, vous travaillez sur ce qu'il y a de plus précieux, la vie, la dignité de nos enfants. J'aimerais aussi vous dire une autre chose importante, c'est que derrière chaque cas clinique que vous voyez, chaque donnée, chaque échantillon, il y a une famille. Il y a des parents fatigués, mais qui se tiennent debout, même quand c'est plus difficile. Il y a des enfants qui sont courageux et travaillants sans le savoir. Il y a des frères et sœurs qui grandissent plus vite que prévu. Quand vous avancez d'1 millimètre dans vos travaux, mais pour nous, là, c'est parfois 1 kilomètre d'espoir. Je sais que la recherche, c'est super exigeant, ça peut être long, frustrant, que les résultats prennent du temps, que les échecs, évidemment, ça existe, et que les contraintes, elles sont nombreuses. Mais sachez que même quand vous avez l'impression de ne pas avancer assez vite, pour nous, vous avancez quand même.
Alors aujourd'hui, je voulais simplement vous dire merci. Merci de consacrer votre intelligence, votre ambition, votre temps et votre énergie à des enfants comme le mien. Merci sincèrement pour ce que vous faites. Surtout, merci de continuer. Je vous souhaite une excellente journée à tous et à tous et bon congrès. Wow. Je retiens quand il dit vous êtes loin des projecteurs, puis je réfléchissais tout à l'heure, je me disais, comme journaliste sportif, je vois à quel point on adule les athlètes, puis c'est la folie. Exemple au Centre Bell ou dans des grands matchs comme la Série mondiale lorsque les Blue Jays y étaient l'an passé. Puis effectivement, je me dis, Colin, quel paradoxe ou quel déséquilibre. Vous devriez tellement recevoir des, des applaudissements ou une adulation du même acabit, au moins. C'est pas un jeu, c'est vous sauver des vies. Puis vous voyez la différence que vous faites pour des parents comme celui qui vient de s'exprimer. Wow, encore, vous êtes très impressionnant et lâchez pas. Les témoignages comme ça vous le rappellent. Maintenant, on passe à Madame Lafontaine, qui est atteinte d'une paraplégie spastique héréditaire rare. Elle viendra nous présenter son parcours et son implication pour faire avancer la recherche. Accueillons Madame Linda Lafontaine. Est-ce que vous prenez le micro du côté ou comment on fait ça? Oh non, non, je vais me Oui, OK, d'accord. Ça me prend 2 minutes là, pour me stabiliser. Oh, oui, parce qu'aujourd'hui, j'ai 5 minutes. 5 minutes ou moins. Fait que, OK. So, je veux dire, en commençant, bonjour et merci au réseau RARQC, à Christine, pour me donner un petit créneau aujourd'hui. C'est très important de donner la parole aux patients. Pour ce qu'on vient de voir, ça apporte un aspect humain à l'étude des maladies rares. Ça facilite l'étude des maladies rares en général. Aujourd'hui, je vais me présenter en français, mais je vais m'introduire en français, je vais faire une présentation en anglais. OK? Bon. So, mon nom, c'est Linda Lafontaine, c'est pour ça que vous êtes là. OK? Je suis patiente à la retraite, atteinte d'une paraplégie spastique héréditaire. La PSH, c'est une maladie rare d'ordre neurologique. Il y a plusieurs différentes façons d'arriver à un diagnostic de PSH. Puis, ben, ma façon, comme tout le monde le sait, là, je l'ai dit tantôt, c'est génétique, la mutation est sur mon SPG7. OK? Mais il y a beaucoup d'autres façons d'arriver à un diagnostic de PSH. Et puis, il y a plein d'autres questions, puis on ne sait pas. OK? On n'a pas de réponse quant à la PSH. Bon, moi, ça fait plus que 20 ans que la paraplégie spastique héréditaire est en moi. Puis, il n'y a pas de changement du tout. Ouais. C'est le cas, la même chose pour bien de patients avec des maladies rares. Puis, je pense que c'est le cas pareil pour toutes les maladies rares d'ordre neurologique. Fait qu'il n'y en a pas beaucoup pour les maladies rares, il n'y en a pas en toutes pour les maladies rares d'ordre neurologique. Bon. Fait que là, je switch en anglais. Beau mot français, hein? Je switch en anglais. Bon. So I got tired of waiting for answers that never came. So I put all of my energy into very active advocacy. My basic motivation is to advance science meaningfully. So I do it through open science. What I want to do is give doctors and researchers and clinicians and students, all of you guys, I want to give you the tools that you need to answer all those questions that we have, to make science, to make discoveries, to do all that stuff. At the end of the day, all of what you do benefits patients. So in 2022, I stepped foot at the neuro and I met Dr. Guy Rouleau and Dr. Jason Garamchandani. They
they explained to me the ins and outs of open science, and I quickly I quickly understood how it benefited neurosciences and rare disease studies. So what I'm doing, I started leading a cohort. At that time, I started leading a cohort of HSP patients like me using Dr. Karamchandani's open patient biobank. Okay. So what I do is I find patients, I ask questions, they ask me all kinds of questions. I answer them. I register patients. CBIG or the CBIG team consents them, and they donate, the patients donate their DNA and their existing brain MRIs. That information that fuels a whole bunch of research. I've done this for HSP, for PLS, primary lateral sclerosis. That's an ultra rare disease, and for ataxia patients as well since then. I'm showing that what I'm doing works for all rare diseases. Even better, all of this information is done through open science, which means that there are no barriers to collaboration. So using my patient network, I try and the national patient networks, the international ones, I try and accommodate collaboration. I arrange to connect rare disease actors. That's what I do. Okay, so what I'm doing, I'm trying to give you the tools you need to do, that's because I was losing my balance. That's why I stuck my tongue out like that. I'm trying to flip my pages. Okay, I'm on the clock. 3 things I want you to take away. You do everything through open science. Okay, the data going in, the methodology you use in your research, the results you generate, everything through open science. Make it open. Okay. Second thing, you involve patients. Patients like me, we exist. We're all over the place. Nothing better than a patient to find another patient. We bring a human touch to all of your research. We can focus your research studies to things that actually matter to us. Third thing, network, network, network. Oh, I have to limit the amount of words that I use, but it's very important. Networks like RQC, networks, not just research networks, involve patients, patient networks. Those make everything come together. Okay, I'm going to stop now. 5 minutes. Time's up. Yay. Pardon? Vous parles dessus? Non? Non, 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 ça va. Merci, je sais, c'est cool. C'est cool, oui. Mais on a Ça, c'est- tellement de bonnes personnes comme vous qui tiennent à s'exprimer. Merci beaucoup. Je suis pas la seule. Je suis Ouais. pas la seule. Merci beaucoup. En tout cas. OK. Vas-y avec mes mots. Donc, c'est moi qui ai la chance et le privilège de remercier. Ben, tantôt, j'ai eu une urgence clinique, fait que j'étais supposée remercier les gens qui ont parlé. Fait que là, je prends la place de Nicolas. Fait que, donc, c'est moi qui ai la chance et le privilège de vous remercier pour vos témoignages. Là, je ne sais pas si le témoignage, la personne qui a témoigné en ligne est là. Mais en tout cas, gros, gros, gros merci. On ne serait pas capable de faire ce qu'on fait si vous n'étiez pas là. Vous avez raison, il faut travailler avec vous. Oui. Oui. Je me permets de rajouter un petit mot. Je suis ici. Oui. Oui. Je suis Nicolas Pilon. Tant qu'à faire. Non, mais. Je vais poser la question parce que moi, j'avais dans mes notes que Nicolas oui, c'est était bon, c'est là. bon. Alors, bonjour. Bonjour. Non, mais étant plus affilié aux sciences fondamentales, je fais beaucoup de recherches transactionnelles aussi, mais on n'a pas de contact avec les patients. Donc, de voir des patients témoigner ici, je pense pour les étudiants aussi qui travaillent avec des souris, des cellules, c'est un rappel éloquent pourquoi on fait ça et à quoi ça sert et peut-être une source de motivation supplémentaire pour travailler tard le soir et les fins de semaine. Je pense que vous faites bien de le souligner, hein, le côté humain derrière tout ça. Oui, effectivement.
Maintenant, on passe à deux autres conférences. Nous accueillons maintenant le professeur Nicolas Dupré, professeur titulaire à la Faculté de médecine de l'Université Laval et directeur de la clinique de sclérose latérale amyotrophique, SLA, au CHU de Québec. À vous, monsieur. Merci. Et bonne présentation. Merci beaucoup. Donc, merci bien. Je voulais faire un petit parallèle avec votre anecdote de hockey. Moi, mon père m'a appris le ski de fond. Puis quand j'étais jeune, j'étais tout seul dans le bois, 2 heures au froid. Il n'y avait personne qui m'applaudissait à la fin. C'est un peu le trajet qu'on fait dans les maladies rares quand on commence à travailler là-dessus. Et puis, mais pourtant, je dirais qu'au fil des années, c'est devenu aussi une passion. Donc, il n'y a pas seulement le ski de fond, il y a aussi la recherche, entre autres sur les maladies neurogénétiques. Et puis, ben, j'ai plusieurs chapeaux. Au fil des années, il y a la neuromusculaire, il y a la neurogénétique, éventuellement aussi euh, des rencontres avec des chercheurs. Donc, ça n'a pas été un trajet tout seul dans le bois, ça a été à la fin aussi une rencontre avec bien d'autres amateurs de ski de fond. Et puis, au fil des années, ben, c'est un petit peu ce que je vais vous rencontrer. Moi, ce que j'espère, c'est de faire des nouvelles alliances avec des chercheurs fondamentalistes, mais aussi d'inspirer des jeunes chercheurs ou des étudiants pour à continuer à travailler sur ces maladies-là. Je vous dirais que oui, c'est vrai qu'il y a un peu moins de fonds pour travailler sur ces maladies-là, mais le gros avantage, c'est que vous allez vous allez devenir l'expert mondial de cette maladie-là. Alors, je ne pense pas qu'en AVC, vous ne serez jamais l'expert mondial, mais si vous travaillez sur une maladie rare, vous pouvez vraiment dire que vous êtes parmi les rares personnes qui connaissent cette maladie-là en détail. Donc, si ça peut vous rassurer, au moins ça peut flatter un petit peu votre ego si c'est ça votre crainte. Donc, disons que beaucoup des intérêts au Québec pour travailler sur les maladies rares, c'est les effets fondateurs régionaux, là. On sait que notre population maintenant est très diversifiée puis qu'on a des gens qui viennent de partout sur la planète, mais disons que l'expertise s'est développée beaucoup aussi autour du travail sur les maladies rares. Puis on a plusieurs régions fondatrices, hein. On parle du Saguenay, du Lac-Saint-Jean régulièrement, mais il y a beaucoup de régions fondatrices au Québec dans lesquelles on continue de développer de découvrir des phénomènes régionaux. Puis, disons que l'effet fondateur initial s'est beaucoup dilué, dissipé avec les années, mais il reste quand même un minimum de ça. Puis, dans certains des travaux auxquels j'ai pu participer au départ, il y avait cette maladie qu'on appelle la génésie du corps calleux avec polyneuropathie, qui est un bon exemple d'une maladie avec effet fondateur, où les effets, où disons que le taux de porteurs est très élevé dans certaines régions du Québec, donc des maladies à forte prévalence. Évidemment, des maladies qu'on retrouve dans certaines régions davantage que d'autres, mais on en a aussi un peu partout. Puis maintenant, bien, les Québécois voyagent, puis des fois, on reçoit ou vont travailler à l'étranger, puis on reçoit un courriel d'un quelqu'un qui habite en Louisiane ou quelqu'un qui habite en Californie, puis il dit, ben là, j'ai des French Canadians, puis ils ont une maladie rare. Qu'est-ce que c'est? Donc, on devient aussi les experts de ces populations-là et de ces maladies-là. Donc, évidemment, ça a contribué au fil des années à produire une multitude de registres, là. Je ne peux pas vous dire combien de registres auxquels j'ai participé, là. On en repart un quasiment à tous les mois là, pour un projet différent. Ça devient difficile. Alors, euh, je dirais que juste quand on essaie de s'inspirer des erreurs du passé, ben souvent, il faut que ça soit basé autour de projets de recherche clinique, mais aussi fondamentaux. Et puis, il y a quand même des déterminants de santé qui doivent être importants de mesurer là-dedans. Donc, il y a tout un travail qui s'est fait au fil des années pour construire des projets autour de registres, puis éventuellement arriver avec des résultats scientifiques intéressants. Je trouvais ça bien qu'on parle de paraparésie spastique tantôt parce que c'est une initiative qu'on avait, il y a à peu près une dizaine d'années, qu'on avait présentée justement à la revue Neurology. C'est une initiative qui voulait recenser l'ensemble des paraparésies spastiques qu'on avait à l'échelle québécoise, mais aussi à l'échelle canadienne. Donc, on a mis ensemble un paquet de groupes de recherche chacun travaillait dans son coin sur sa maladie rare, chacun était sur sa piste de ski de fond. Finalement, on s'est mis en commun, puis on s'est dit, ben, combien est-ce qu'on est capable de répertorier l'ensemble de ces maladies-là au Canada? On a fait ce que vous nous suggériez. On est allé voir les résonances magnétiques, on est allé voir les EMG
on a fait éventuellement, on a répertorié presque au-dessus de 500 patients. Et à force de confirmer par les voies génétiques, on a réussi à déterminer davantage la proportion qu'on avait de chacune des mutations connues. Donc ça, c'est une étude qu'on avait publiée qui nous donne quand même un bon répertoire. C'est vrai qu'on n'a pas encore le traitement pour chacune de ces formes-là, mais avant cette étude-là, on ne savait même pas c'était quoi les formes. Donc, même si on avait voulu convaincre des chercheurs fondamentalistes de rechercher même, de faire des projets sur la forme la plus fréquente, on ne savait pas. Donc, et on a trouvé aussi des formes qui étaient plus rares. Alors, c'est toujours... Et après, ben, c'était de déterminer un peu la sévérité, les déterminants démographiques, aussi l'ethnicité des patients. Donc, c'était des patients à majorité nord-américaine, mais il y avait aussi des patients asiatiques, des patients du Moyen-Orient. Donc, on voit que notre génome se diversifie. Et de répertorier l'ensemble des signes cliniques pour éventuellement nous dire, ben voici, c'est ça que ça nous prend comme échelle clinique quand on étudie ces maladies-là. Et là, ça guide des chercheurs comme Élise ou Cynthia tantôt qui nous aident après à profiler ces patients-là de façon plus détaillée. Donc, les résultats, c'est sûr qu'on n'a pas réinventé la roue, c'est-à-dire qu'on n'a pas décrit de nouvelles formes. On a quand même caractérisé l'ensemble des formes qu'on avait au Canada puis au Québec. Puis, on a déterminé aussi qu'il y avait des formes à sévérité plus importante. Donc, si on doit faire et aussi d'âge de début variable. Donc, par exemple, la SPG7 avait tendance à commencer un peu plus tard, la SPG11 un peu plus tôt. Donc, ça donne une idée quand même un peu des échelles de sévérité puis de comparaison entre les populations pédiatriques puis les populations adultes. Et il y a aussi quand même certaines formes où il y avait des impacts fonctionnels plus importants. Donc, si on veut davantage étudier les formes plus sévères, ben, à ce moment-là, on peut s'attarder, par exemple, à la SPG11 ou à ces formes infantiles. Donc, c'était quand même 158 cas qu'on avait qui ont pu être confirmés à l'échelle canadienne. Donc, quand on se met ensemble, on est capable de répertorier des cas de façon substantielle à l'échelle canadienne. Donc, découragez-vous pas. Quand vous commencez votre base de données locale, ben, vous appelez votre collègue qui en appelle un autre, qui en appelle un autre. Puis à la fin, il s'agit d'avoir un financement unificateur. Puis, ça nous permet d'avoir un tableau assez complet. Donc, ça, c'était un projet initialement qui avait été fait avec plusieurs collaborateurs. Disons que pour donner un peu dans la suite, dans les idées, il y a des maladies qu'on juge quand même relativement fréquentes en neurologie comme la SLA, mais qui ont des formes génétiques qui sont quand même, disons, rares. Donc, on parle de maladies fréquentes, mais qui ont des formes rares. Et là, ces formes génétiques-là, elles peuvent éventuellement être propres à des traitements de thérapie génique ou à des traitements d'ASO. Donc, dans les travaux qu'on avait faits sur les registres initiaux de SLA, où on cherchait une forme de SLA qui est très propre au Québec, on a finalement été capable de décrire cette forme-là et éventuellement d'autres mutations qui étaient présentes dans la population québécoise et dans la population française. Donc, les effets génétiques, c'est intéressant. Et aussi les variations autour de phénotypes d'une même maladie. Donc, tout à l'heure, vous parliez de la sclérose latérale primaire. On n'a pas encore de gène qui décrit cette maladie-là, mais on avait décrit dans notre cohorte de patients qui viennent de la région de Portneuf, c'est juste entre Québec et Trois-Rivières, un petit peu au nord du Saint-Laurent, des familles qui présentaient une sclérose latérale primaire familiale. Donc, des fois, on arrive à un phénomène clinique isolé, puis le phénomène clinique devient, Jean-Pierre Bouchard, mon mentor en génétique, me disait, ben, ma clinique, mon laboratoire, c'est ma clinique. Et là, donc, on décrit ce phénomène-là dans notre clinique. On va voir les patients à leur domicile. On fait des études d'ADN éventuellement. On les fait venir, on les caractérise. Puis après, ben, on fait des travaux génétiques complémentaires. Donc, ça, c'est simplement pour démontrer des caractéristiques qui sont très typiques de la PLS, qui fait partie des maladies du motoneurone, même catégorie que la SLA, même catégorie que les paraparésies spastiques. Donc, des thématiques communes, puis éventuellement peut-être des causes communes. Et à force de grossir les registres sur les maladies rares, ben, on fait des plateformes, encore une fois, plateformes pour la paraparésie spastique, puis plateforme éventuellement pour la SLA.
Encore une fois, on est dans la science ouverte, puis les spécimens sanguins, les spécimens, l'imagerie, tout ça on met tout ça ensemble. Alors, on a d'autres catégories de maladies. Ça, c'est pour vous montrer vraiment un projet embryonnaire. Alors, tout à l'heure, on a parlé des dystrophies musculaires oculopharyngées. Je ne vous demande pas de retenir les chiffres qu'il y a là-dessus, là. Mais dystrophie musculaire oculopharyngée, hein, c'est une dystrophie des ceintures qui est fréquente au Québec. Ici, on s'est dit, bon, là, les gens travaillent sur la dystrophie oculopharyngée, mais ça, c'est pas assez rare pour nous. On veut encore quelque chose de plus rare. Fait que là, on a dit dystrophie des ceintures, mais pas oculopharyngée. Fait que là, ça enlève certainement quelques milliers de patients du Québec. Puis là, on s'attarde vraiment à la rareté des raretés dans les dystrophies des ceintures. Puis regardez, ça, c'est juste nos échantillons québécois qu'on a répertoriés de quelques centres. Regardez la diversité des mutations, puis des sous-types, juste des formes dominantes qu'on a au Québec. Puis là, c'est une compilation d'une étudiante Camille Bouchard, qui avait déjà fait un des petits symposiums, mais vraiment, ça, c'est un projet embryonnaire. Puis là, il faut mieux l'organiser pour éventuellement arriver, parce que la première question, c'est de savoir est-ce que c'est vraiment des mutations ou c'est des variants qui ne sont pas nécessairement pathologiques? Est-ce que ça explique le phénotype? Des fois, on a des combinaisons aussi dans ces maladies-là de deux maladies. Donc, une dystrophie oculopharyngée plus une autre maladie. Des fois, on a deux dystrophies des ceintures dans la même famille. Alors, ça fait des phénomènes génétiques complexes, mais des fois, c'est en regardant ces phénomènes rares-là, ça peut vraiment nous donner des indices scientifiques. Puis, il peut y avoir des thérapies qui se développent ailleurs dans le monde. Et là, hop, on sait qu'on a quelques cas au Québec de ça, puis on est capable de réidentifier les patients après pour leur offrir. Alors, ça, c'est un projet sur lequel on cherche d'autres collaborateurs. On a des mutations qui ont l'air plus acadiennes, des mutations du Saguenay. On a certains clusters. Même si on a des effets fondateurs au Québec, dans ce cas-ci, c'est un peu, on ne peut pas dire qu'il y a une mutation qui soit prédominante. Donc, c'est vraiment une thématique à explorer. Alors, s'il y a des étudiants passionnés par les dystrophies des ceintures qui cherchent des projets sur des maladies rares, il n'y a pas. Toutes ces mutations-là méritent d'être caractérisées éventuellement, puis il y a de la belle biologie cellulaire à faire autour. Bon. Les maladies neurocutanées, ça, je dirais que c'est une collaboration beaucoup parce que moi, je suis à l'Enfant Jésus, mais à l'Enfant Jésus, ça fait partie du Grand CHU de Québec. Là, vous voyez tous les pavillons. Et il y a le LAEX, dont vous avez entendu parler précédemment par rapport à l'épidermiose bulleuse. En tout cas, peu importe, le nom m'échappe. Mais c'est un centre de génie tissulaire où on a développé un volet de neurosciences et aussi un volet de neurosciences oncologiques. Donc, maladie rare, la neurofibromatose, registre, encore la même thématique, on répertorie des cas. Éventuellement, les registres peuvent servir, comme dans ce cas-ci, on s'est servi du registre pour... il y a un peu d'incertitude par rapport au suivi de ces patients-là. Qu'est-ce qu'on doit faire comme imagerie? Alors, on est allé répertorier chez nos patients avec certaines techniques d'imagerie qu'est-ce qu'on avait trouvé, qu'est-ce qu'on avait identifié. Et on a trouvé sur plusieurs patients qui avaient eu des TEP scans qu'au suivi, ils ont développé des tumeurs dans différents organes. Et certains de ces patients-là ont pu être opérés de façon préventive pour leurs tumeurs. Donc, ça fait partie un peu des arguments pour est-ce qu'on devrait faire des TEP scans davantage à ces patients-là ou pas? Est-ce qu'on devrait faire des IRM de l'ensemble du corps? Alors, souvent, les registres de données peuvent servir, oui, à faire éventuellement des études de recherche fondamentale, mais aussi à répondre à des questions cliniques dans des maladies rares où il y a rarement des études randomisées contrôlées qui ont été faites, où il y a peut-être quelques cohortes dans le monde pour lesquelles on a un certain type de données. Alors, on met ces données-là de l'avant et puis ça permet éventuellement faire des méta-analyses ou avoir des données plus raffinées. Donc, je ne rentrerai pas dans les détails de cette recherche-là. Ce que je peux mentionner, c'est que, bon, c'est sûr que ça vient renforcer le rôle des registres globalement, mais surtout, en cognant à la porte de mon collègue François Gaulouis, qui lui travaille sur la modélisation. Vous avez entendu son nom tout à l'heure sur les cellules IPS, transformation de cellules, éventuellement utilisation de cellules neurales.
Ben, on s'est dit pourquoi ne pas développer un projet de génie tissulaire sur la peau de ces patients-là. Donc, encore une fois, un projet de thérapie de biologie cellulaire sur les maladies rares. Et l'expertise qu'il a développée, c'est vraiment dans la biofabrication de modèles 3D dans la neurofibromatose. Donc, ça, c'est des collaborations. Je vous dirais que comme clinicien, quand on travaille sur les maladies rares, c'est souvent il y a de très belles biologies à faire et c'est souvent des projets qu'on peut développer quand on a une assise, c'est-à-dire un registre, puis aussi un minimum de personnel pour travailler les premières étapes de. Alors voici, ça c'est notre modèle complexe. Je vais passer tout de suite à la prochaine thématique, les ataxies héréditaires. Donc ça, les ataxies héréditaires, il faut savoir qu'au Québec, on a quand même des ataxies qui sont plus fréquentes que d'autres. Entre autres, l'ataxie à l'ARSAX, dont vous avez entendu parler tantôt, mais aussi il y a l'ARCA1, qui est l'ataxie de Bose. En s'intéressant aux ataxies, vous allez comprendre qu'il y a énormément de gènes impliqués. Alors, il y en a certainement autant que dans les dystrophies, peut-être pas autant que dans les dystrophies musculaires, mais pas loin. Et il y a toute une historique au Québec de travail par André Barbeau sur les ataxies héréditaires. Ça, c'est une première classification de maladies d'ataxie de paraplégie spastique que j'avais fait comme article de revue quand j'étais étudiant. Vous voyez, j'avais de la suite dans les idées. Et là, on a fait une étude pour réviser l'ensemble des mutations qu'on avait détectées dans notre clinique au fil des années. Ça, c'est en 2021. On voit qu'il y a encore quand même pas mal de patients pour lesquels on n'avait pas nécessairement de gènes qui étaient identifiés. Donc, il restait quand même des formes à découvrir. Il y en a moins maintenant. Ça, c'est toutes les formes qu'on connaît dans le monde. Alors, ça en fait quand même beaucoup à tester dans nos cliniques. Donc, à chaque année, il s'en rajoute plusieurs. Il faut les intégrer à nos panels. Vous voyez la belle biologie cellulaire qu'il y a à faire autour de ça. Alors, n'importe qui travaille sur le neurone, que ce soit la mitochondrie ou le Golgi ou le noyau, peu importe, il y a énormément de biologie. Chacun des gènes est exprimé souvent à plusieurs niveaux, à plusieurs fonctions. Puis l'ataxie de Bose, c'est une belle maladie à effet fondateur qui a un effet limité à l'atrophie du cervelet. Donc, c'est une très belle maladie pour comprendre en détail les fonctions du cervelet, non seulement au niveau de la physiologie, mais aussi au niveau de la biologie, puis également au niveau des impacts cliniques du cervelet. Puis, entre autres, c'est quelque chose qui commençait à être décrit. On savait que le cervelet était impliqué dans les fonctions, évidemment, de l'équilibre, mais on a fait aussi des études cognitives sur ces patients-là et on s'est rendu compte que le cervelet avait une implication qui était importante au niveau des fonctions neurocognitives. Donc, il y a quand même, on peut des fois broder dans plusieurs secteurs et puis se rendre compte que les maladies sur lesquelles on travaille peuvent répondre à des questions dans plusieurs domaines, pas seulement des domaines de biologie fondamentale. Je vais passer très rapidement sur l'ARSAX parce qu'on en a parlé tout à l'heure pour simplement mentionner Jean-Pierre Bouchard qui avait décrit cette maladie-là dans les années 70, qui suivait, disons, André Barbeau dans ses travaux. Et c'est une maladie maintenant qui est mondiale. On parlait de registre tantôt, donc il y a eu d'ailleurs un éditorial à un moment donné dans la revue Neurologist qui disait RSAX goes global. Donc, on parle d'une maladie rare, on pense qu'on est tout seul, puis là, on se rend compte qu'il y a une communauté de patients internationale. Donc, les patients partout dans le monde peuvent s'inscrire sur le site web de la Fondation RSAX et puis dire, ben moi, j'ai l'ARSAX, puis j'habite dans tel pays, puis je veux avoir de l'information sur votre maladie. Donc, ce n'est pas un registre détaillé, hein, c'est juste un registre de gens qui proclament comme étant atteints de l'ARSAX. Mais c'est quand même utile pour faire un répertoire international, puis aussi pour montrer aux compagnies pharmaceutiques l'impact de ces maladies-là, puis éventuellement de marché potentiel pour un traitement ou un médicament qui serait. Et de fil en aiguille, on développe, comme ce qu'on fait actuellement, des modèles, entre autres, de cellules de Purkinje, qui c'est très compliqué à développer. Ça prend des laboratoires très avancés pour le faire. Nous, on fait souvent les premières étapes avec OLOX et puis éventuellement, on a des collaborateurs internationaux pour pousser ça davantage, mais on n'est pas encore rendu à recréer
le cervelet in vitro, mais ça serait l'ambition des collègues chercheurs avec lesquels je travaille là-dessus. Donc, ben, c'est ça. Je ne veux pas les modèles de cellules, je ne pense pas que j'ai à aller beaucoup en détail. S'il y a des gens qui sont intéressés davantage, je pourrais partager la présentation, en discuter avec eux. Je pense que j'ai pas mal passé. Et aussi, les études cliniques, hein, ça, je pense qu'on n'en parle pas assez. Il faut donner l'espoir, oui, qu'on a plus de connaissances, mais il faut aussi éventuellement développer, oui, la connaissance cliniques de ces maladies-là avec des échelles, mais aussi des études cliniques. Et dans l'ARSAC, il y a espoir qu'il y aura des études cliniques très bientôt. Donc, c'est ça c'est le collaborateur SACS. Ça, c'est une photo de... Ça, c'est l'endroit où Watson et Crick allaient prendre un verre de bière à Cambridge. Donc, puis ça, ben, même en vacances, il faut que j'aille quelque part. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Donc, c'est terminé. Oui, c'est ça. Quand on fait ça, même en vacances, c'est parce que vous avez repéré votre étoile. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'on a des questions en Zoom? Je crois que Brigitte, pas Brigitte, mais Christine n'est pas là. Non, ça va? Ben, merci beaucoup pour votre présentation. Faites avec humour en plus. Toujours en souriant. Gros merci à vous pour votre contribution. Nous recevons maintenant la professeure Sarah Lippé, professeure titulaire au département de psychologie de l'Université de Montréal, neuropsychologue clinicienne et chercheuse au Centre de recherche Azrieli du CHU Sainte-Justine. Madame Lippé, à vous la parole. On l'accueille. Merci à vous. Bon, merci vraiment de l'invitation. Je trouve ça très agréable d'être ici dans un contexte aussi multidisciplinaire. Donc, c'est vraiment très inspirant. Puis, j'espère aussi vous faire la démonstration que la multidisciplinarité est pertinente même au niveau des sciences un peu plus fondamentales. Donc, je suis, comme on l'a dit, j'essaie de savoir comme... Ah, voilà. Comme on l'a dit, je suis neuropsychologue, mais j'ai toujours fait beaucoup de neuroimagerie et j'ai toujours étudié les facteurs de risque, en fait, du neurodéveloppement. Donc, au départ, j'étudiais l'épilepsie, mais éventuellement, je me suis rendu compte que même pour les patients épileptiques qui ne font pas évidemment trop de crises par jour, les aspects cognitifs de la maladie impactent particulièrement leur qualité de vie et puis leur qualité de vie future aussi. Donc, je me suis tournée un peu plus vers des populations qui, par exemple, ont présenté une déficience intellectuelle ou de l'autisme ou d'autres troubles du neurodéveloppement, comme le trouble de la coordination, etc. Je m'intéresse aussi aux différents facteurs de risque et en fait, surtout sur les différents facteurs de risque et comment ceux-là vont se combiner, se cumuler éventuellement pour laisser place à des troubles du neurodéveloppement. Donc, parmi ces facteurs de risque, évidemment qu'il y a les mutations génétiques qu'ils vont avoir souvent, surtout quand elles sont rares, là, comme on le discute ici aujourd'hui, des impacts très importants sur le développement cérébral et donc évidemment sur le développement cognitif. Je voulais juste souligner, par contre, qu'il y a aussi d'autres facteurs de risque en plus des mutations génétiques qui vont impacter aussi les personnes qui ont des maladies rares et qui seront potentiellement aussi significatives sur leur développement, notamment leur histoire de grossesse, l'histoire de la naissance, éventuellement l'environnement aussi dans lequel ils ou elles vont évoluer. J'ai développé au cours de mes études doctorales, puis j'ai jamais arrêté, en fait, une expertise en l'évaluation en électroencéphalographie. Donc, tout ça avait démarré là, dans l'optique de regarder d'autres aspects dans l'épilepsie que l'activité épileptique comme telle. Mais ça s'est vraiment transformé dans les mesures plus précises du développement cérébral.
Et je me suis rendu compte que c'était très pertinent aussi pour étudier les facteurs de risque génétique du neurodéveloppement. J'aimerais remercier nos présentations du début de la session aussi pour donc les 2 débuts de session là, de ce matin pour nous rappeler pourquoi on fait ça. Donc, je suis, comme plusieurs d'entre vous, j'imagine, très, très proche des réseaux de familles qui, comme ça a été souligné par d'autres présentateurs, là, qui sont très importants pour nous faire comprendre qu'est-ce que c'est de vivre avec ces maladies rares. Donc ici, on a la mère d'un enfant qui a le syndrome du X fragile, puis qui décrit sur les réseaux sociaux où je suis, je ne connais pas cette mère en particulier, mais comment ça peut être difficile de vivre avec certains symptômes de son fils quand, par exemple, elle veut simplement aller faire l'épicerie et que les stimulations sensorielles ou autres deviennent beaucoup trop difficiles à gérer pour lui. Donc, pourquoi étudier des syndromes spécifiques et non pas étudier la déficience intellectuelle de manière générale? Eh bien, parce que, en fait, les enfants qui ont une DI ou de l'autisme ou d'autres troubles neurodéveloppementaux ont quand même tous leurs particularités qu'on peut commencer à essayer de stratifier ou de comprendre par la mutation génétique comme telle. Puis ici, on a un exemple d'une collaboration qu'on a fait avec Philippe Campeau pour comparer les enfants qui ont un syndrome du X fragile, le syndrome Schneider-Bloch-Campeau et ou de l'autisme, pour voir quelles sont les particularités comportementales qu'on peut retrouver chez ces enfants-là. Et puis, un petit peu sans surprise, si on écoute bien les parents qui nous parlent, c'est que, par exemple, en fait, les enfants qui ont un X fragile vont avoir plus de comportements d'irritabilité, des expressions verbales inappropriées, un langage inapproprié. Donc, plus d'hyperactivité aussi, plus d'anxiété aussi, même si on compare à des enfants qui ont un autre syndrome ou une autre mutation génétique qui entraîne potentiellement une déficience intellectuelle ou de l'autisme. Donc, je m'intéresse aux mutations single gene qu'on appelle, mais aussi à toutes les autres causes génétiques qui peuvent avoir un impact sur le neurodéveloppement. Dans ce sens-là, il y a plusieurs initiatives qui vont accepter du tout venant, si on veut, entre guillemets, donc toute mutation génétique qui peut avoir un risque pour le neurodéveloppement. Et aussi des facteurs qui sont non génétiques, donc des facteurs qu'on connaît plus ou moins encore, mais qui vont donner lieu à un trouble du neurodéveloppement. Donc, une des initiatives, c'est l'étude Québec 1000 familles, dont je vais parler, ou je vais vous présenter un peu de résultats qui viennent de cette étude. Je voulais le souligner ici parce que dans ce registre, on parlait de registre, il y a 1000 familles maintenant qui ont un enfant avec un trouble du neurodéveloppement. À peu près la moitié ont une mutation génétique et chaque mutation génétique est un cas unique, en fait. Donc, c'est en fait un gros panier de maladies rares, si on veut. Donc maintenant, pourquoi essayer de regarder l'électroencéphalographie dans un contexte comme ça? Et pourquoi, dans mon cas, essayer de développer des outils qui pourront être utilisés de manière routinière en clinique, dans les cliniques de neurodéveloppement? Eh bien, c'est qu'en fait, grâce aux études qui ont été faites en génétique dans les 10 dernières années, on se rend compte qu'il y a plusieurs gènes, évidemment, qui sont identifiés comme étant des facteurs de risque pour l'autisme, par exemple, mais que ces gènes-là vont avoir des réseaux de co-expression et de régulation d'autres gènes, puis toutes les cascades moléculaires qui s'en suivent vont peut-être découler sur des voies de signalisation ou des signatures développementales qui peuvent être regroupées ou qui peuvent converger. Donc, voici le cartoon de l'hypothèse de la convergence. Donc, plusieurs mutations génétiques vont avoir des effets sur les cellules excitatrices, en particulier dans le développement des cellules excitatrices, en particulier pendant le deuxième trimestre de grossesse. J'arrive à la Simon Foundation où les gens présentaient
les résultats les plus récents là, sur les grosses bases de données américaines sur l'autisme. Et c'est vraiment quelque chose qui était assez redondant pendant la conférence de voir cette convergence vers le deuxième trimestre. En neuropsychologie, ça fait aussi beaucoup de sens parce que dès qu'on étudie un facteur de risque particulier au niveau de l'environnement, que ce soit des catastrophes naturelles, le deuxième trimestre est aussi un moment, disons, qui va impacter particulièrement le développement cérébral pour les personnes, ici on le comprend, qui ont le plus de vulnérabilité. C'est aussi pertinent parce que la migration de ces cellules-là vont se retrouver dans les régions centrales du cerveau, qui sont des relais, évidemment, hyper importants pour tous les aspects cognitifs, y compris la perception sensorielle, mais aussi la synchronisation des différentes dynamiques cérébrales. Donc ça, c'est la version moins cartoon de ce que j'ai présenté, juste la diapo d'avant. Donc, on voit l'expression rehaussée là, dans les régions centrales du cerveau, donc le thalamus, les noyaux gris centraux, évidemment aussi au niveau du cortex. Donc, quand on utilise l'électroencéphalographie, la beauté de ça, c'est que dans les 10-15 dernières années, on a développé beaucoup d'outils pour extraire le signal. Donc, on ne regarde pas seulement le signal brut, mais on vraiment décortique le signal. On peut le décortiquer dans le domaine fréquentiel et on peut aussi regarder la réponse à des stimuli sensoriels en particulier. On peut aussi regarder la complexité du signal avec plusieurs différentes mesures issues de la physique et donc regarder la variabilité du signal ou les mesures de régularité du signal. Donc, ça s'est avéré être des mesures qui sont très prédictrices du neurodéveloppement, en fait. Donc, dans mon laboratoire, il y a cet aspect-là assez fondamental où on essaie de comprendre exactement toutes ces métriques-là qu'on peut retirer de l'EEG. Qu'est-ce qu'on peut en retirer? Est-ce qu'il y a de la redondance à travers les différentes métriques? Ou est-ce qu'il y a des trous qu'il faut remplir? Donc, à l'aide de différents outils statistiques, on essaie de mapper, si on veut, l'espace des dynamiques cérébrales et d'être capable de vraiment tout couvrir. Donc, c'est un domaine qui est vraiment en émergence là, grâce au développement qu'on retrouve en génie et en mathématiques. Donc, rapidement, je vais vous parler de deux ondes cérébrales qui sont particulièrement pertinentes pour ce que je vais vous présenter ici. J'aurais pu aller beaucoup plus loin que ce que je vais faire ici, puis je me rends compte en fait qu'en vous écoutant ce matin, j'aurais pu présenter ce qu'on a fait sur la neurofibromatose, là, qui entraîne aussi des troubles d'apprentissage, et on a pu voir des signatures particulières pour la neurofibromatose, et on a pu aussi, avec un MECI, améliorer le fonctionnement cognitif à la suite du traitement, mais malheureusement, je n'ai pas préparé ces diapos-là. J'aurais pu aussi vous présenter ce qu'on a fait dans la fibrose kystique, où on a voulu regarder l'impact d'une déficience alimentaire au tout début de la vie, puis la réamélioration là, à la suite de l'induction des suppléments alimentaires. Je n'ai pas préparé ça non plus, malheureusement. Puis j'aurais pu vous présenter ce qu'on a fait aussi sur la scoliose idiopathique de l'adolescente avec des mesures motrices très fines, en fait, sur l'équilibre aussi. Puis malheureusement, je n'ai pas préparé ça non plus. Donc, bon, je reviendrai une autre fois, j'imagine, pour préparer ça, mais je voulais juste le souligner parce que justement, ça donne des idées de collaboration qu'on n'aurait pas pensé au départ. Donc, les deux ondes cérébrales dont je vais vous parler rapidement, c'est l'onde alpha qui est donc dans tout cerveau au repos qui n'est pas comateux. Là. Comateux, ce serait plutôt droit, mais donc qui n'est pas comateux. On a cette courbe-là d'activité spectrale avec plus d'activité lente que d'activité rapide, ça c'est normal. Et avec quand même un pic au niveau des ondes alpha. C'est une fréquence donc qui est assez dominante dans le cerveau. C'est une fréquence qui fait le relais entre les régions thalamiques et corticales et c'est une fréquence aussi qui permet la propagation, qui est une signature de la propagation du signal nerveux à travers les différentes régions cérébrales.
Je vais vous parler aussi de l'onde gamma, qui est l'onde plus rapide, qui est une onde cérébrale qu'on va facilement enregistrer de manière locale. Donc, quand on a des stimuli sensoriels, c'est une réponse cérébrale qui survient très rapidement après la stimulation, qui va un peu triguer le reste de l'activité cérébrale en alpha et en θ pour assurer la propagation, Il n'y a pas nécessairement de causalité, mais donc qui reflète la propagation de l'activité neuronale. L'activité gamma est aussi nécessaire là, pour le focus attentionnel, puis le binding, on appelle ça du binding, donc de revenir sur les stimuli importants, qu'ils soient dans la représentation mentale ou en réalité devant nous, pour soutenir en fait les pensées plus complexes. Donc, vous vous dites peut-être, OK, d'accord, donc ces signatures-là, est-ce qu'on les retrouve vraiment? Donc ça, c'est des constats qu'on a faits là, dans les 30 dernières années en neurosciences cognitives. Maintenant, est-ce qu'on les retrouve chez nos populations d'intérêt? Donc, en fait, avec un EEG de repos, on peut donc décortiquer ces ondes cérébrales et regarder leur densité. Et on se rend compte, par exemple, que dans le syndrome du X fragile, on n'a pas l'augmentation alpha dont je vous parlais tout à l'heure, qu'on devrait avoir normalement. Et on a trop d'activité gamma par rapport à ce qui est normalement attendu. Et ici, ce que je veux vous présenter, c'est que, évidemment, le géorepos, c'est une mesure très, très grossière de l'activité ou des dynamiques cérébrales. Mais déjà, avec ces mesures-là, on voit des signatures qui ont un effet 16 assez important dans le syndrome X fragile, dans évidemment une mutation là, qui impacte sévèrement le développement cognitif. Hein? Donc, habituellement, les enfants qui ont un syndrome X fragile, surtout les garçons, ont un QI de 50 en moyenne. Donc, c'est des gens qui ont des gros impacts. Et on voit cet effet 16 qui est très grand. Quand on regarde des populations hétérogènes de variations de copies, soit des duplications ou des délétions, on voit une signature qui est analogue, mais l'effet 16 est quand même moins important. C'est donc une signature qui est robuste. J'aurais pu vous présenter aussi beaucoup d'autres diagnostics. C'est une signature qui est robuste à travers les différentes populations que j'ai pu jusqu'à maintenant étudier. Donc ici, c'est les données plus décortiquées que de la diapo précédente. Je pense que je n'ai pas besoin d'aller dans le détail ici, c'est juste pour vous les souligner. Puis, il y a aussi, donc, toutes les mesures de complexité du signal sont particulièrement sensibles au neurodéveloppement. Puis, on voit aussi donc, une diminution de la complexité du signal, par exemple, dans le syndrome X fragile et dans l'autisme. C'est pas vrai. 5 minutes? Oh mon Dieu. Donc, Madame Lafontaine, je compatis. Donc, je voulais juste ici montrer donc l'intérêt aussi de ces signatures-là parce qu'on peut les regarder chez l'animal. Et puis, donc, ça, c'est l'exemple d'une étude qu'on a fait chez le SYNGAP, chez la souris et chez l'humain, en retrouvant les mêmes signatures électrophysiologiques, donc d'un déficit de l'habituation de présentation répétée de stimulation. Donc, je collabore toujours pour faire cette translation-là entre l'animal et l'humain. Donc, je suis très ouverte à ce type de collaboration. Je pense que c'est très, très puissant. Comme neuropsychologue, je peux faire cette translation-là ici de l'EEG au comportement. Alors, j'essaie de mieux comprendre comment on peut prédire le comportement à l'aide de l'activité électroencéphalographique pour éventuellement s'en servir comme pronostic. Donc, dans le syndrome X fragile, on a des corrélations importantes entre la complexité du signal et le QI, par exemple. L'activité alpha, je vous rappelle, est la propagation du signal cérébral dans les différentes sphères. Donc, il y a beaucoup de relations avec le comportement social et ça, c'est aussi montré en neurosciences cognitives depuis un bon moment. Et donc, il y a beaucoup, beaucoup de corrélations entre les mesures électroencéphalographiques et les fonctions cognitives dans les populations. Donc, l'idée aussi de faire ça, c'est de voir comment le G peut nous aider dans des essais cliniques où on va vouloir améliorer le fonctionnement cognitif
Donc, je suis impliquée dans plusieurs essais cliniques, donc des essais cliniques qui vont vraiment cibler la cible de la pathologie. Par exemple, dans le syndrome de Rett avec Elsa, on est dans du gene therapy, mais aussi des essais cliniques qui vont regarder une éducation qui, a priori, n'aurait pas eu rapport quasiment avec la pathologie, par exemple la metformine dans le X fragile. On regarde aussi de manière plus périphérique l'addition de bioca, de probiotiques dans l'autisme parce que c'est des symptômes qui reviennent très fréquemment. Donc, l'idée, c'est à la fois de prédire la réponse au traitement et de mesurer l'impact du traitement sur les dynamiques cérébrales. Donc, l'essai clinique, par exemple, la metformine vient de se terminer. Donc, c'est un médicament qui pourrait avoir un impact, évidemment, pas sur la source du X fragile, on n'est pas là, mais sur différentes voies moléculaires qui pourraient améliorer le fonctionnement cellulaire. Malheureusement, comme plusieurs essais cliniques, on n'a pas eu des résultats significatifs sur l'ensemble de notre population, sur notre primary outcome measure, qui était le vocabulaire chez les enfants, mais on a eu des effets chez les plus jeunes. Donc, c'est quand même encourageant. Puis, au niveau électrophysiologique, on a été capable d'améliorer le pattern que je vous ai montré tout à l'heure en augmentant l'activité alpha, en diminuant l'activité gamma et en augmentant la complexité du signal. Et ces variations-là, pré-post-traitement, étaient associées aussi à des améliorations du fonctionnement dans la vie quotidienne, une diminution de l'irritabilité. Il me reste 2 minutes. Donc, je voulais vous présenter aussi un peu plus ce qu'on peut faire, notamment avec la base de données Q1K, qui, on espère, sera dans CBIG à l'automne prochain. On peut regarder, pour ma part, par exemple, de quelle manière les signatures électroencéphalographiques associées au langage peuvent nous aider à comprendre les différents mécanismes, puisque c'est une base de données qui inclut aussi l'analyse du génome entier. Et donc, on peut voir que les signatures électrophysiologiques sont associées à l'expression de beaucoup plus de gènes potentiellement pathogènes comparativement à la signature électrophysiologique qui est normale dans cette population-là. Donc, je ne suis pas la seule à trouver l'intérêt de ces mesures-là, pas plus seulement en recherche, c'est-à-dire, mais aussi, je pense, en clinique. Donc, je suis très ouverte à collaborer avec tout le monde pour développer ces infrastructures-là. On développe aussi on construit des modèles pour mesurer le développement cérébral très, très tôt dans le développement. Donc, chez les enfants, par exemple, ici de 6 mois, on arrive à prédire avec l'électroencéphalogramme l'âge avec une erreur de seulement 1 mois. Il y a plein d'applications pour ça, mais je n'ai pas le temps. Merci. Bravo, bravo. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Ah, oui, il y en a une. Oui, merci beaucoup, Sarah. Est-ce qu'il y a une corrélation entre tes EEG puis la sensibilité tactile ou la sensibilité à la douleur? Ou ça reflète plus une dysfonction périphérique que centrale? Oui, bien, en fait, dans les X fragiles, les amplitudes de réponse à la stimulation sensorielle. Donc, les X fragiles ont vraiment des amplitudes très, très anormales, mais ces amplitudes-là, au niveau des potentiels évoqués, sont fortement associées à la sensibilité sensorielle. Dans l'essai clinique sur l'arbaclophène en autisme, j'ai pu voir que les marqueurs de base avant le traitement arbaclophène étaient prédicteurs d'une diminution de la sensibilité sensorielle dans l'autisme. Intéressant. Merci beaucoup. On a une autre question ici. Oui. Merci beaucoup. Moi, j'avais une question. Est-ce que le EEG pourrait servir comme test prédictif d'un trouble neurodéveloppemental à venir? Enfin, pas à venir, mais où on va détecter les symptômes cliniques. Est-ce qu'on pourrait le faire avant de détecter les symptômes? Oui, ben, je suis contente là, parce que je vais pouvoir revenir à ma diapo ici. Donc, effectivement, en créant des modèles, en utilisant
plusieurs métriques EEG, mais aussi seulement le signal brut. On peut créer des modèles qui, chez les bébés, sont très, très performants. Donc, on arrive à une erreur moyenne de seulement 1 mois de prédiction chez des enfants de 4 mois à 14 mois. Et donc, on est capable à la suite, en calculant ce Brain Age Gap Score, qui a été développé surtout pour la personne âgée, en fait. Mais donc, on arrive à prédire les mesures cognitives qui sont prises à 4 ans. Donc, c'est quand même encourageant. Et puis, ici, on a testé, on a fait une validation clinique, si vous voulez, avec des enfants qui ont une macrocéphalie, donc une croissance cérébrale anormalement élevée. Il n'y avait pas d'hydrocéphalie ou quoi que ce soit. L'ultrason transfontanel était normal. Puis, on a donc pu voir que ces enfants qui ont une macrocéphalie avaient un brain age gap donc une distance avec l'âge chronologique qui était en dessous et donc anormalement en dessous. Et puis là aussi, on a pu voir qu'il y avait une prédiction de leur développement cognitif. Et pour ces patients, il y avait une imagerie cérébrale de fait également ou pas, pour savoir si le EEG est plus performant que l'imagerie cérébrale? Ben, oui, il y en avait une pour une portion de ceux-là, mais on a aussi développé un petit algorithme parce que c'était de l'ultrason 3D. Donc, on a recréé le volume cérébral, puis donc on a pu voir, on a pu étudier cette relation-là aussi. Mais dans ce cas-ci, il n'y avait pas d'anomalie comme telle cérébrale. Donc, je dirais oui. Ouais. Merci pour vos questions, madame. Merci. Oui. Très intéressant. Est-ce qu'on peut rêver un jour d'avoir un profil EEG qui est spécifique pour une maladie, par exemple? Parce que souvent, il y a des maladies rares qui sont très difficiles à diagnostiquer. Est-ce que, je sais que vous l'avez fait sur l'X fragile, est-ce que c'est spécifique à l'X fragile ou c'est ce que vous voyez ou plus général sur beaucoup de maladies neurodégénératives? En fait, donc, c'est-à-dire que il n'y a pas de limite à l'EEG dans le sens où ce que j'ai présenté aujourd'hui, c'est plutôt l'activité au repos. Donc, l'enfant ne faisait rien, mais on peut faire une tâche. Donc, dans certains autres essais cliniques ou dans des études d'histoire naturelle, par exemple, avec Jacques Michaud, on étudie l'histoire naturelle du rare B. À ce moment-là, on va faire une tâche avec l'EEG, mais où il y aura du mouvement parce que c'est une mutation qui entraîne beaucoup de déficit au niveau moteur. Donc, on peut fine-tuner, si on veut, à partir des symptômes cliniques, l'investigation EEG qu'on fait. Merci beaucoup. On va s'arrêter là pour les questions. Hein? Merci. Oui, ah ben oui. Hey, oui. Alors, gros merci, Madame Lippé. Maintenant, on va faire une pause d'1 heure. En fait, je vous demanderai dans 55 minutes, là, regardez vos montres là, ou vos téléphones pour revenir.